Lundi 7 décembre 2020, Madame, Monsieur, merci d'être sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de la revue des grandes unes. Chaque matin, vous le savez, entre 9h20 et 10h, nous vous proposons de relire avec nous les grandes unes parues dans les kiosques au Cameroun. Et d'abord, la revue de presse, comme tous les matins. La Nouvelle Expression est en kiosque ce matin avec à sa une Ouest, l'autorité traditionnelle dans la tourmente. Nombre de chefs traditionnels ont finalement cédé aux pressions de l'élite proche du parti au pouvoir en publiant vendredi 4 décembre dernier une contre-déclaration à celle rendue publique une semaine auparavant. Les dessous de cette mascarade, c'est à lire des pages 5 à 7 de la Nouvelle Expression ce matin. Avec un oreille ce matin de la Nouvelle Expression, élection régionale au SDF aux urnes, des dissidents du Social Democratic Front ont défié le mot d'ordre lancé par Nidjon Fondi des sanctions en perspective, en page 8 du journal ce matin. Crise anglophone, Toumi réclame le fédéralisme. Dans un entretien, le cardinal a déclaré qu'il faut retourner au système fédéral pour régler la crise anglophone. Tout cela est allé en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui revient sur la loi de finances, l'honorable Nithieu dénonce, le député du SDF trouve incompréhensible que par exemple les frais de mission augmentent en plein coronavirus. L'article est à retrouver en page 10 de la Nouvelle Expression. En kiosque également ce matin, vous retrouverez Intégration, qui aussi Ebibehin Bitam, la part du diable, l'œuvre de Dieu. C'est à la une de l'hebdomadaire ce matin. La zone des trois frontières de la CEMAC est noyée dans les mythes, accusations réciproques, exactions et autres gravités qui compromettent la cohabitation harmonieuse et la libre circulation entre les autorités et peuples du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Le dossier de intégration, c'est à retrouver en page 6 et 7 du journal hebdomadaire ce matin. Le journal qui s'intéresse également aux élections régionales en zone anglophone au Cameroun, un conseil municipal tué et un pasteur entre la vie et la mort. Le texte est à retrouver à la page 10 du journal Intégration qui est en kiosque ce matin. L'Œil du Sahel également en kiosque ce matin à la une régionale, le point dans le Grand Nord. Le quotidien, le tri-hebdomadaire vous propose donc de faire le point de cette journée de vote hier dans les régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord, et c'est à lire dans le journal ce matin. Le journal qui s'intéresse également aux résultats de l'INSET, des candidats saisissent le ministre de l'Enseignement supérieur. L'article est à lire en page 11 du journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. Avec à sa une également, en petite une également ce matin, à Adamawa, les premiers visages féminins du conseil régional. Le texte vous est proposé des pages 6 à 7 de ce journal, L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. Tout comme vous le retrouvez également en kiosque ce matin, le journal L'Indépendant, du neuf avec du vieux. Ceux qui ont longtemps entorpillé la décentralisation se positionnent pour contrôler les régions, s'acheminent vers un nouveau marché de dupes entre gouvernants et gouvernés. Jeu et enjeu des élections de la décentralisation tant souhaité. Le journal en parle en page 4 ce matin. Voilà quelques parutions en kiosque ce matin. On va également s'intéresser ce matin aux autres unes parues ce matin, notamment mutation et émergence. On va y revenir dans un instant. Mais accueillons tout d'abord nos invités ce matin en plateau. Vous le savez, nous sommes le lundi. Et le lundi, ils sont deux comme chaque jour sur ce plateau de lundi à vendredi. D'abord Bernard Batana. Bernard, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald. Bonjour Thierry. Good morning Bakingili. Good morning Akum, Small London. C'est un grand plaisir pour moi d'être là le matin pour parler des choses de la cité. Merci d'être avec nous ce lundi, monsieur le directeur de publication. Notre qui est en face de vous, c'est Thierry Gnopé. Thierry, bienvenue. Merci, Donald Boris. Bonjour également à Bernard Batana, à qui je renvoie la politesse. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes, que je retrouve avec beaucoup d'entrain en ce lundi. Merci d'être avec nous, très cher messieurs. Alors, nous allons parcourir avec vous et analyser les grandes unes et principales unes, en tout cas, de la presse nationale ce matin. La Nouvelle Expression s'intéresse à la région de l'Ouest, où l'autorité traditionnelle dit le journal est dans la tourmente. Nombre de chefs traditionnels ont finalement cédé aux pressions de l'élite proche du pouvoir en publiant le vendredi 4 décembre dernier une contre-déclaration
a celle rendue publique une semaine auparavant. Le journal analyse ce qu'il appelle les dessous d'une mascarade. Bernard, vous êtes surpris par ce retournement de veste qui évoque ce matin le quotidien, la Nouvelle Expression? Non, on est habitué, on est habitué à ce genre de manipulation. Vous savez, à l'approche des grandes échéances électorales, à l'approche des consultations populaires, il y a pas mal de tractations qui se font en coulisses. Et cette occasion nous permet de remettre au centre quelque chose de fondamental que le régime a pu mettre sur pied, celui des élites. Qu'est-ce qu'on appelle l'élite dans un village, dans une région? Quel est le rôle d'une élite dans une région? Mais à l'évidence, on a eu l'impression qu'on a une élite qui contribue plutôt à manipuler les ressortissants de certains coins du pays, à manipuler même les chefs traditionnels, parce que ça c'est un cas patent de manipulation. Un coup les chefs traditionnels disent que voilà ce que nous pensons, un autre coup, parce que l'élite est intervenue, les chefs traditionnels reviennent sur leurs décisions pour publier un contre-texte du texte qu'ils ont publié à l'avance. Moi je pense que nous sommes en République. Nous sommes en République. La République ne s'encombre pas de ce genre de manipulation. Il faut que les élites soient vraiment des élites de développement et non des élites de manipulation. Alors, Thierry Niopé, vous avez pris connaissance la semaine dernière de cette déclaration des élites de la région de l'Ouest qui ont appelé entre autres à un nouveau dialogue sur la crise anglophone, l'apaisement pour faire face aux crises politiques que traverse le Cameroun, entre autres propositions, une déclaration qui a largement fait écho dans la presse, manifestement, ça a un peu gêné. Disons-le, vu que le 4 décembre dernier, ils ont opéré une nouvelle sortie du côté de Bafoussam pour quelque peu se dédier, parce qu'ils disent effectivement que le document qui est en circulation ne reflète pas véritablement leur pensée. Alors que tout le monde sait que c'est un document qui n'a pas été modifié. On ne parle pas des interprétations qui ont été faites de ce document-là, parce que vous savez, on peut avoir un test, notamment une déclaration comme celle qui vient d'être publiée là, depuis le 4 décembre 2020, où il parle d'une déclaration des collectifs des chefs traditionnels de l'Ouest. On peut publier cela comme la Nouvelle Expression l'a fait, avec les noms et les différents signataires, mais les journalistes également peuvent se permettre de faire toute une analyse, des commentaires de ce document-là. Il se trouve justement que le document qui a fait florès dans les réseaux sociaux n'a pas été interprété par les journalistes. C'est exactement le document qui a été rédigé et rendu public par les chefs traditionnels. Et dans ce document-là, effectivement, il tense avec force et virulence la manière avec laquelle le gouvernement de la République gère la crise anglophone. Il tense la tournure prise par les événements, notamment dans les parties anglophones du Cameroun, et apporte même des pistes de solutions pour juguler définitivement cette crise. Mais dans la sortie du 4 décembre dernier, donc d'il y a 3 jours, ils reviennent pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du chef de l'État. Ils disent combien ils restent déterminés, engagés derrière le chef de l'État. Si vous permettez, même on peut lire peut-être un petit extrait. Oui. Par ailleurs, nous exprimons notre profonde gratitude pour l'ensemble des grands projets sociaux réalisés ou en cours qui ont transformé le visage de notre région, notamment ceux relatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dont nous abriterons l'une des poules. En réalité, il y a... En fait, quand vous lisez tout ce document, c'est une sorte de ramassis d'éloges pour magnifier le travail qui est fait par le gouvernement, par le chef de l'État. Nous exprimons notre reconnaissance pour l'engagement inébranlable du chef de l'État pour une démocratie apaisée malgré les tentatives répétées d'insurrection de certains partis politiques de l'opposition, alors qu'il y a quelques jours. C'était un discours qui était aux antipodes de ce que nous lisons de ce qu'on lit ce matin. Alors, vous parlez de manipulation tout à l'heure, Bernard Batana. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans le premier texte qui a été publié, où ils appelaient au dialogue,
notamment sur la crise anglophone et au dialogue sur l'ensemble des préoccupations sociopolitiques au Cameroun aujourd'hui. Non, vous savez, quand on est dans cette posture-là, il faut chanter la chanson. Oui, il faut chanter la chanson. Mais nous disons, ici sur ce plateau, parce que nous on est des républicains, chaque œuvre humaine est imparfaite, fortement critiquable. Donc, on ne peut pas, parce que moi j'ai l'impression que les gens ne souffrent pas. Ce qu'on dise que, bon voilà, il y a un problème. Il y a un problème dans le nord-ouest et le sud-ouest que tout le monde connaît. Et quand les chefs traditionnels le disent, ce n'est pas pour ne pas magnifier les œuvres du régime en place. Non, il ne s'agit pas de dire toujours que c'est bien, c'est bien. Non, il faut que les gens apprennent à écouter un autre son de cloche. Parce que c'est l'autre son de cloche qui va nous permettre de nous remettre en question. Mais vous voyez le deuxième texte. Le deuxième texte est presque vide. On a magnifié les grandes réalisations, mais on le sait. On a des grandes réalisations. Ça, c'est des acquis. On le sait. Pour la Coupe des Nations, la politique. Non, on le sait. Et maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter là? On doit évoluer. Le Cameroun doit évoluer. Le Cameroun doit aller de l'avant. Et c'est par rapport aux critiques qu'on peut s'affirmer, qu'on peut évoluer. Moi, je pense que ça a été une manipulation de fait. Vous voyez, on a même demandé à signer. Est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on parle d'une région, est-ce qu'on a besoin d'apposer des signatures? Qu'est-ce que cela signifie? Même dans le précédent document, ils avaient signé. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ce qui est important, ce n'est pas tant les signatures, mais c'est ce qu'on dit, c'est les valeurs qu'on défend. Pourtant, le contenu était très important. Le premier contenu, à mon sens, était très important parce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une crise qui implique en réalité tous les Camerounais parce que il est impensable. Tout le monde sait que Limbé, à l'époque, était comme une sorte de terrain de villégiature. Quand on voulait passer du bon temps le week-end après avoir passé toute une semaine de stress au boulot, c'était également le cas. Et Bamenda et notamment Limbé, Buya regorgeaient les meilleurs établissements scolaires aujourd'hui. Cela est parti en vrille, en lambeaux pratiquement. La CDC qui était le premier grand opérateur, le premier grand employeur de l'État après l'État du Cameroun est au bord de la faillite. Pourtant, ce chef traditionnel avait demandé au moment où le Parlement camerounais est en train de siéger que les parlementaires prennent leurs responsabilités et inscrivent à l'ordre du jour le problème anglophone. Et si je le cite, même ils disent prendre les responsabilités en inscrivant à leur ordre du jour cet épineux problème dit anglophone pour enfin apporter en tant que représentation nationale leur propre contribution aux solutions de retour à la paix. Il se trouve malheureusement que quand on compare les deux discours, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on les a tapés quelque part sur le doigt, ce qui ne devrait pas, parce que c'est quand même l'autorité morale au-delà de toute chose. L'autorité traditionnelle qui s'accompagne de l'autorité morale sont des garants de la tradition. En principe, les mots qui minent le Cameroun devraient les toucher au plus haut point, mais il se trouve malheureusement que cette deuxième sortie, à mon sens, est assez maladroite et malheureuse. Bernard, en deux mots, est-ce qu'on peut compter sur les chefs traditionnels pour faire face à cette crise que traverse le Cameroun dans la configuration actuelle? Est-ce qu'on peut compter sur les chefs? Si on peut compter sur le chef traditionnel, nous devons compter sur les chefs traditionnels. Parce que c'est eux les garants de notre tradition. Mais il faut éviter que les apports extérieurs, l'influence extérieure viennent les fragiliser. Parce que manifestement, ce contre-texte-là vient fragiliser tous les chefs traditionnels de l'Ouest. Très bien. On va passer à autre chose. Emo Songom a évoqué l'autre une de la Nouvelle Expression ce matin qui évoque ces élections régionales qui se sont tenues hier au Cameroun avec le vote sur l'ensemble du territoire national. Le quotidien Nouvelle Expression évoque dans ce scrutin les IF aux urnes. Pour ce qui est de cette journée de vote, des dissidents du Social Democratic Front ont défié le mot d'ordre lancé par John Frondi. Des sanctions sont en perspective, c'est ce qu'indique ce matin le journal. On devrait sanctionner les conseillers municipaux SIF qui ont voté hier? Oui, mais quand on est au sein d'un parti, il faut respecter la discipline du parti. Et la discipline du parti est impulsée par le président national du parti. Moi, je pense que c'est aussi simple que cela. Si le parti a décidé, il faut suivre la discipline du parti, aussi simple que cela. Et donc, si on ne le fait pas, des sanctions doivent suivre.
Parce que ce n'est pas le désordre. On ne va pas instaurer le désordre dans une organisation. Mais Thierry, le SGF a dit boycotter ces élections régionales, mais pas que les conseillers ne votent pas. Je vous rappelle, Bernard, que quand on est élu au-delà de la formation politique. C'est pour ça qu'on parle de représentation nationale pour ce qui est l'Assemblée nationale. Les conseillers municipaux sont là pour représenter la population, pas nécessairement une formation politique. C'est vrai que c'est la formation politique qui les investit. Ils sont censés en principe défendre les idéaux de cette formation politique-là. Mais quand on est déjà conseiller municipal, on y est pour toutes les composantes de la société. Que vous soyez du SDF, que vous soyez du RDPC, quand vous êtes au conseil municipal, vous défendez les intérêts de la population de manière holiste. Maintenant que le SDF ait demandé effectivement que, comme boycott cette élection-là, les conseillers ont pris sur eux leur devoir. Ils ont décidé de faire leur devoir, remplir leur devoir et s'inscrire également dans l'histoire. Qu'on le veuille ou pas, plus de 24 ans après quand même, qu'on attend ces élections régionales et qui devraient, à notre sens, parachever le processus de démocratie ou de démocratisation du Cameroun. Ils ont voulu également participer à cette première élection historique en matière de régional au Cameroun. Maintenant, est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Est-ce qu'ils ont respecté les idéaux du parti? Le parti pourra les sanctionner en interne. C'est de leur droit, mais toujours est-il que je crois qu'à un moment donné, la politique de la chaise vide, vous le savez, n'aide personne. Elle ne rapporte nécessairement pas grand-chose. Donc il faut, on l'a toujours dit, il faut s'impliquer. Parce que si vous ne partez pas, toujours est-il, on a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Il y a eu élection. Le MRC n'est pas parti aux élections législatives et municipales. Ça n'a pas empêché qu'il y ait ces élections-là. Le MRC et les autres n'ont pas participé au régional. Ça n'a pas empêché qu'il y ait ces élections-là. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien, justement, de continuer à jouer la politique de la chaise vide. Parce que vous le vouliez ou pas, que vous le souhaitiez ou pas, les choses se passeront sans vous. Rappelez-vous, quand le professeur Maurice Kamto a décidé d'attaquer la vacance du pouvoir en constatant selon lui que le pouvoir était de fait n'était plus détenu par le président de la République, et selon lui peut-être ne pouvait plus exercer ou il était absent totalement du jeu politique. Il est allé où? À l'Assemblée nationale, demander à l'Assemblée nationale de constater la vacance. Donc on ne peut pas fonctionner en étant en marge des structures mises en place par le gouvernement, malheureusement, par l'État, je préfère le dire ainsi. Alors, Donald, Bernard. Vous savez ce qui fait la force du RDPC? C'est la discipline au sein du parti. C'est quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans l'histoire intuitive, personnelle. Non. Il s'agit ici, quand on rentre dans un parti politique, d'implémenter le programme de ce parti politique. Et implémenter ce programme de ce parti politique passe par la discipline. Mais parce Bernard, que quand on appelle discipline, certains pensent que quand on refuse de respecter les instructions de la hiérarchie d'un parti, ce n'est plus ou moins que de la dissidence. Or, les dissidents, on les sanctionne. On va les sanctionner, on va les sanctionner, Bernard, certes, mais je vous rappelle une chose sûre, tout le monde salue souvent les sorties, les envolées d'un homme comme le maire de Saint-Éloi Bidoum, contre le DPC. On a vu, on les appelle des réformistes, des progressistes. Tout le monde salue cela. On a vu les sorties de Emmanuel Macron. Tout le monde avait salué justement cette manière de voir la politique là. Donc il faut avoir le courage, à la limite, de faire bouger les lignes. Ce n'est pas parce que le parti aura choisi quelque chose qui est nécessairement mal à la fois pour le corps social qu'il faudrait nécessairement, donc si on vous demande au nom de la discipline du parti d'aller commettre des forfaitures, vous irez le faire parce que... Limites, ils en ont estimé que ce sont des limites à ce niveau. On va passer à autre chose, chers messieurs. Le déroulement de ce scrutin hier au Cameroun, les journaux s'en font l'écho ce matin en pied de une de Le Messager. On peut lire régional, scrutin sanglant dans le nord-ouest et le sud-ouest, un conseil municipal froidement assassiné par des séparatistes, un prêtre grièvement blessé, des véhicules calcinés. À la une, c'était à un pied de une de Le Messager ce matin, et puis
Il y a le soir qui fait l'écho de la déclaration hier soir du ministre de l'administration territoriale, une élection sans incident sur tout le territoire camerounais. Thierry, je vous donne en premier la parole. Le MINA n'a-t-il pas informé de ces incidents? Bon, peut-être il a estimé que ce sont des incidents, je dirais peut-être des cas mineurs, mais il y a quand même un prêtre qui a été tué du côté de Bamenda, blessé, oui, et un autre conseiller municipal également tué. Il y a également un chef qui a été... non, là il est mort parce que peut-être il a été foudroyé par une crise cardiaque, on ne sait pas exactement. On a dit qu'il s'est écroulé à la sortie de son bureau de vote après avoir accompli son devoir. Il y a également, je crois, un chef qui a été froidement abattu à la sortie de son bureau de vote. C'est le journal Intégration, je crois, qui en parle ce matin. Donc ce sont quelques peut-être cas, ils estiment peut-être que ce sont des cas qu'on peut minimiser, ces quelques véhicules qui ont été incendiés, mais de manière générale, hein, il faut se dire la vérité, il faut regarder, quand c'est noir, il faut dire que c'est noir, et quand c'est blanc, il faut également avoir le courage de dire que c'est blanc. Le scrutin, de manière générale, s'est déroulé sans grand incident. La preuve, même les conseillers SDF qui ne devaient pas y participer ont participé. Le PCRN et les autres formations qui étaient en lice, en fait, qui étaient également en lice, y étaient. Donc, il n'y a pas eu incident majeur véritablement dans les bureaux de vote. Donc, c'est une élection qu'il faudrait, donc l'organisation, il faudrait saluer. Maintenant, qu'est-ce que cela va apporter de manière directe? On va y revenir tout à l'heure. D'accord. Alors, Bernard, lorsqu'on est patron de l'administration territoriale et qu'un conseiller municipal meurt, on fait le point le soir sans en parler? Ce n'est pas un incident mineur, justement. Nous sommes sur ce plateau dans le cadre de la revue des grandes unes. Et le journaliste, c'est l'historien du présent. L'histoire nous apprend que hier, il y a eu un mort dans le nord-ouest, suite aux attaques des séparatistes. Il y a même eu un pasteur blessé. L'histoire nous apprend que dans le nord, il y a eu un mort. Il y a eu un chef traditionnel qui est mort après avoir voté. De même que dans le centre, je crois dans le sud, il y a eu un chef traditionnel qui est aussi mort. Est-ce que c'est des incidents mineurs ou majeurs? C'est les faits. Voilà les faits. Voilà les faits qui ont émaillé le scrutin d'hier. Il reste à tout un chacun de juger pour dire que c'était des incidents majeurs ou mineurs. Mais en tout état de cause, le scrutin s'est déroulé émaillé de ces morts-là. Donc le scrutin s'est déroulé sur l'ensemble du territoire. Donc, et puis, le RDPC a exprimé sa suprématie. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà les faits. Bon, maintenant, il reste à chacun de donner, d'habiller ces faits-là, de donner un commentaire policier par rapport aux faits. Je vous amène chez M. Adiemo sur l'impact que peut avoir ce scrutin sur la démocratie et la gouvernance. J'allais dire la mise en œuvre de la décentralisation, Thierry Niopé. Qu'est-ce qui va changer? Espérons que beaucoup de choses changent, parce que jusqu'à preuve de contraire, on a dit que la décentralisation allait être parachevée par les régionales et que chaque région va finalement prendre en main la gestion de ses affaires au quotidien, notamment pour ce qui est de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières. Espérons que ça sera le cas. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un état où où le régime présidentialiste a une forte, a une mainmise sur la gestion des affaires. Est-ce que l'État central va finalement accepter décentraliser en donnant les pouvoirs à ces régions, à ces chefs de région et aux autres, pour pouvoir mieux maintenant implémenter le développement sur le plan local? Donc au niveau de la base, on ne peut rien attendre. Vous répondez à la question de Thierry. Oui, est-ce que l'État central va accepter de... Alors, qu'est-ce qu'il va... là encore, je reviens sur les faits. Oui. Il y a eu des élections. Et c'est le processus de la décentralisation qui a été parachevé hier. Les tests disent que, effectivement, il ne s'agit pas d'aller au vote et de voter les représentants des régions. Il faut aussi que leur action soit sous-tendue soit accompagnée par les moyens financiers. Parce qu'on a dit développement local, développement de proximité. Cela ne se fera pas dans les discours. Est-ce que, dans les faits, le budget qu'on a voté, parce qu'il faut faire un lien entre le budget qui a été voté et le début même et l'action des conseillers régionaux, est-ce que le budget qu'on a voté est susceptible d'impulser ce nouveau développement local?
Voilà, c'est à ce niveau qu'il faut répondre. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il suffit seulement de procéder à une élection? Je crois que c'est le 22 qui sera. Est-ce qu'il suffit de procéder à une élection? Il faut bien des mesures d'accompagnement. Et les tests, des ressources. Oui, les ressources. Les tests disent qu'il faut 15% du budget qui doit être alloué aux collectivités décentralisées. Est-ce que ça a été fait? Non. À l'évidence, on a l'impression qu'il s'agit ici d'une décentralisation avec une connotation de déconcentration. Parce que le pouvoir central a des résistances à transférer les compétences. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Thierry Niopé d'être venu. Merci, cher Bernard, d'avoir été avec nous ce lundi, comme tous les lundis matins. Merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de la revue des Grandes News sur Equinox Télévision. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Très bonne journée à tous. C'est encore Noël! Impatient d'avoir plein de cadeaux, le réveillon de Noël fait déjà rêver de nombreux enfants. Une opportunité en or qui manque à des milliers d'enfants orphelins. Pour souffler la joie de Noël dans les cœurs de tous ces enfants démunis, Radio Equinox et Télévision tendent la main aux âmes de